En 1914, l'Europe domine le monde. Sa culture est une référence. Son économie est prospère et ses usines produisent sans relâche. Les grands progrès technologiques sont européens. Ses armées sont parmi les plus puissantes jamais vues et certaines nations, dont la France et le Royaume-Uni, ont créé des empires qui s'étendent sur plusieurs continents. Pourtant, sous cette façade de prospérité, règne une rivalité féroce entre les nations qui exacerbe les tensions. Des rivalités de puissance, de prestige, d'influence, de concurrence industrielle, de course aux colonies ou de rivalités historiques. Autant de raisons qui ne demandent qu'une étincelle pour exploser. Et voilà qu'en quelques semaines, elle va transformer les antagonismes en un conflit sans précédent, la Première Guerre mondiale. Plongeons dans le récit des événements et des hommes qui ont précipité le monde dans la guerre. La Grande Guerre, comme on l'appellera plus tard, éclatera à cause de tensions accumulées depuis des décennies. Analysons donc maintenant ces causes profondes. L'une des premières causes à la marche vers la guerre est la rivalité économique et coloniale entre les grandes nations européennes. Les puissances majeures possèdent alors des industries développées et d'immenses empires coloniaux, notamment en Afrique et en Asie. Et depuis la fin du XIXe siècle, ce sont le Royaume-Uni et la France qui dominent le système colonial et financier mondial. Mais une nouvelle puissance cherche à s'imposer. C'est l'Allemagne. Récemment unifiée autour de la Prusse, en 1871, au sein du Deuxième Reich, elle jalouse ses deux grands voisins et rêve de prendre leur place comme puissance dominante en Europe et dans le monde. Pour cela, elle va développer à marche forcée son industrie afin de les dépasser, et, en application de sa Weltpolitik instaurée en 1891, agrandir son petit empire colonial pour rivaliser avec ceux de la France et du Royaume-Uni. Toutefois, arrivant tard dans la course aux colonies, sa seule solution est de bousculer par tous les moyens les possessions existantes pour trouver sa place au soleil. Les tensions s'accumulent, comme en 1905 et 1911, lors des crises marocaines qui auront pour résultat de durcir les rivalités entre la France et l'Allemagne. Cette ambition inquiète à la fois la France et le Royaume-Uni, qui comprennent que l'Allemagne est une menace directe, ce qui renforce un peu plus la triple entente, France, Royaume-Uni, Russie, constituée en 1907. Regardons maintenant la deuxième cause de tension en Europe, c'est-à-dire le nationalisme. Effectivement, l'Europe d'avant 1914 est déchirée par des mouvements nationalistes très forts qui forment l'un des moteurs majeurs des tensions internationales. Plusieurs dynamiques nationalistes dominent, avec pourtant des racines bien différentes. Il y a d'abord le nationalisme séparatiste, comme celui revendiqué par les peuples soumis à l'Empire austro-hongrois, les Tchèques, les Roumains, Polonais, Slovaques, Croates, Serbes et bien sûr Hongrois, qui est à l'origine de graves tensions au sein de cet empire multiculturel. À l'opposé, il y a le nationalisme unificateur, avec notamment celui de l'Empire ottoman, qui rêve d'unir tous les peuples turcophones voisins sous une même bannière, dont les Azéris et les Tatars. Ou encore celui de la Serbie qui veut unifier au sein d'une grande Serbie tous les peuples slaves des Balkans. Il y a ensuite une exigence d'affirmation nationale des nations récemment unifiées, comme l'Allemagne, unifiée en 1871, et l'Italie, unifiée en 1861. Enfin, il y a un nationalisme qu'on appellera de revanche, comme celui de la France, qui rêve d'une vengeance après sa défaite de 1870 face à l'Allemagne. Voilà autant de facteurs qui alimentent des tensions permanentes au sein du continent européen. La guerre semble déjà inévitable. Alors les nations vont investir massivement dans leurs armées.
L'accumulation de ces tensions et rivalités, amplifiées par les crises internationales comme celle du Maroc ou la guerre russo-japonaise de 1905, et aggravée par la Weltpolitik allemande et sa diplomatie agressive et vindicative, alimente de plus en plus la crainte d'un conflit. Les États européens réagissent en renforçant leurs armées. D'une part, on augmente les effectifs, avec l'instauration d'un service militaire de 2 ans en Allemagne, et la loi des 3 ans de 1913 en France qui allonge le service militaire initialement de 2 ans à 3 ans. Cette loi permet à la France de mobiliser autant d'hommes que l'Allemagne en dépit d'une population inférieure d'un tiers. Et d'autre part, on modernise les équipements. Les progrès technologiques permettent dorénavant d'atteindre des tonnages jamais vus pour les navires ou des puissances et des portées encore jamais atteintes pour l'artillerie. Ainsi, le canon de 75 français se révélera d'une conception révolutionnaire pour son époque, ou encore le cuirassé britannique HMS Dreadnought, si puissant qu'il rend tous les navires précédents obsolètes. La puissance maritime britannique inquiète à son tour l'Allemagne, qui répond par un vaste programme naval pour rattraper Londres, déclenchant une compétition directe pour la maîtrise des mers. Les dépenses militaires explosent, l'Europe devient une poudrière. Ainsi, la guerre arrive à grands pas, et tout le monde le sait. Et si chacun est convaincu d'être supérieur militairement et techniquement à ses adversaires pour s'imposer rapidement, des alliances se forment. Mais n'est-ce pas un piège dangereux ? Dans le contexte tendu de la fin du XIXe siècle et du début du XXe siècle, dont nous venons d'analyser les facteurs de tension, certains pays n'envisagent pas simplement une guerre, ils l'espèrent. En effet, ils y voient non seulement une solution pour se débarrasser d'un concurrent gênant à leurs frontières, mais aussi l'occasion de régler leurs propres problèmes sociaux internes. Néanmoins, même si certaines nations sont confiantes en leurs capacités militaires et n'envisagent que la victoire, elles cherchent encore à se renforcer et à se protéger. Un système d'alliances secrètes est alors engagé. Les premiers à s'entendre sont l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie et l'Italie. En 1882, ils forment la Triple Alliance, dont le but est précis, isoler la France. Cette dernière répond à cette menace en 1892 par une alliance avec la Russie. Cependant, en 1902, alors que l'Italie est dans la Triple Alliance, elle passe un accord secret avec la France, lui assurant de ne jamais intervenir dans une éventuelle guerre contre l'Allemagne ou l'Autriche-Hongrie. Puis, mettant de côté leur rivalité historique, la France et le Royaume-Uni signent l'entente cordiale en 1904. Suivra l'alliance russo-britannique de 1907, qui aboutit de facto à la triple entente Russie, France, Royaume-Uni. L'Europe est alors divisée en 2 blocs qui se font face, la Triple Alliance et la Triple Entente. Le principe de toutes ces alliances est simple. Si un pays est attaqué, ses alliés doivent intervenir. Mais y perçoivent-ils le danger d'un système à effet domino qui peut entraîner toute l'Europe dans la guerre ? Un dernier point et non des moindres, voyons enfin pourquoi les relations familiales entre les monarques sont aussi une cause de tension. Effectivement, s'il est un facteur souvent sous-estimé dans le climat politique qui a précédé la Première Guerre mondiale, ce sont les relations personnelles et familiales entre les grands monarques. L'Europe est alors largement gouvernée par des monarchies étroitement liées par le sang via la maison de Saxe-Cobourg-Gotha et la maison de Hohenzollern. Les dirigeants des 3 plus grandes monarchies sont cousins. Le Kaiser Guillaume II et le roi George V sont des cousins germains. Ils ont la même grand-mère, la reine Victoria. Guillaume II et Nicolas II sont quant à eux cousins par alliance. Quant à George V et Nicolas II, ils sont cousins par leurs mères respectives qui étaient sœurs. Les deux se ressemblent d'ailleurs comme des jumeaux. Enfin, François-Joseph, issu de la maison des Habsbourg, était cousin éloigné des 3 premiers.
Pourtant, si ces liens familiaux pouvaient donner l'illusion d'une solidarité, ils n'empêchaient ni les rivalités d'ego ni les logiques d'État. Entre jalousie pour les uns, compétition ou rancune pour d'autres, leurs relations ambiguës ont fortement aggravé les malentendus et faussé la diplomatie. Pour finir, au milieu de ce tumulte des couronnes, la position du républicain Raymond Poincaré était particulière. Il n'avait aucune relation personnelle avec les monarques et raisonnait uniquement en termes d'intérêt national. Sa position était néanmoins fortement marquée par l'antipathie idéologique de Guillaume II, qui considérait la France comme l'ennemi héréditaire, et la perte de l'Alsace-Lorraine après la défaite de 1870. Comme vous le voyez, de gros nuages couvrent l'Europe. Et il faut maintenant s'attendre au pire, car une simple étincelle peut tout faire exploser. Cette étincelle arrivera le 28 juin 1914 à Sarajevo. Ce jour-là, l'archiduc François Ferdinand, héritier de l'Empire austro-hongrois, visite la ville accompagné de sa femme, la duchesse Sophie. À 10h45, à l'entrée du pont latin, Gavrilo Princip, un jeune étudiant de 19 ans, membre de la mouvance nationaliste serbe Jeune Bosnie, téléguidé par les nationalistes serbes de la Main Noire, tire 2 coups de feu en direction de la limousine impériale. François Ferdinand et sa femme s'effondrent mortellement touchés. Un compte à rebours fatal s'enclenche alors sans que personne encore n'en imagine les conséquences. Pour l'Autriche-Hongrie, la Serbie est tenue pour responsable. Avec le soutien inconditionnel de l'Allemagne, elle lui envoie le 23 juillet 1914 un sévère ultimatum en 10 points, afin de la punir et affirmer par la même occasion son autorité dans les Balkans. Cette dernière accepte toutes les exigences austro-hongroises, sauf le point numéro 6, l'estimant comme un viol à sa souveraineté. Insatisfaite de la réponse serbe, le 28 juillet 1914, l'Autriche-Hongrie lui déclare la guerre. Débute alors l'enclenchement de la mécanique des alliances, tel un jeu de domino. Le 30 juillet, la Russie, protectrice des Slaves, mobilise ses troupes et déclare la guerre à l'Autriche-Hongrie. Le 1er août, l'Allemagne, liée à l'Autriche-Hongrie, déclare à son tour la guerre à la Russie et la France mobilise. Le 3 août, l'Allemagne déclare la guerre à la France. Et dès le 4 août, elle envahit la Belgique après que Bruxelles eut refusé l'ultimatum exigeant le libre passage de l'armée allemande vers la France. Le 4 août, le Royaume-Uni déclare la guerre à l'Allemagne et le 12 août, elle déclare la guerre à l'Autriche-Hongrie. L'Italie n'entrera en guerre que le 24 mai 1915 en rejoignant la Triple Entente. En quelques jours, une crise balkanique devient un conflit européen qui sera par la suite mondial. Et voilà, le fracas est arrivé. En août 1914, des millions d'hommes partent au front, convaincus d'être de retour pour Noël. Et personne n'imagine que la guerre durera 4 ans avec des conséquences désastreuses. Finalement, la Première Guerre mondiale n'est pas le résultat d'un seul événement. L'attentat de Sarajevo n'a pas créé la guerre. Il fut simplement l'étincelle qui a allumé un incendie prêt à exploser. Et le traumatisme sera profond. Par son bilan humain, par son bilan matériel et économique, par ses bouleversements politiques et territoriaux, par son bilan moral et social.
Pour toutes ces raisons, et bien d'autres, la Première Guerre mondiale fut non seulement un choc colossal pour l'Europe, mais aussi le tournant vers un déclin inexorable. Elle fut le premier pas vers une redistribution des puissances, alors qu'à l'horizon se dessinait déjà un coup fatal. Merci d'avoir regardé ce nouvel éclairage sur l'histoire. S'il vous a plu, la chaîne Historétique vous remercie d'avance pour votre soutien et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.